Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir pour ce point presse et je remercie sincèrement une fois de plus Madame la Ministre, chère Christiane, d'avoir passé ces quelques jours avec nous. C'est l'occasion de peut-être revenir rapidement sur une vingtaine de minutes, on va se donner pour ce petit moment d'échange, de revenir sur les deux sujets principaux finalement autour desquels votre visite ici a été construite, à la fois votre participation au Forum de la francophonie, avec, je crois, deux moments forts et un discours magistral d'ouverture que vous avez fait de ce forum qui restera dans les mémoires de toutes celles et ceux qui ont pu le suivre et de toutes celles et ceux qui continuent de le suivre grâce aux technologies et à Facebook Live. Et puis ce moment notamment dont on vient de passer ce matin à la rencontre d'un certain nombre d'associations, à la fois l'association tunisienne des femmes démocrates et puis l'association Baïti, donc autour à la fois des questions de l'héritage et de l'égalité dans l'héritage et puis de la question de la violence faite aux femmes et puis du soutien aux femmes. Donc je crois deux sujets un peu forts, peut-être autour desquels vous pouvez construire ces petits éléments d'information que vous avez envie de communiquer à la presse et puis évidemment tous les autres sujets que vous aurez envie d'aborder. Merci encore de ce moment que vous nous accordez. Et puis, je vous laisse la parole, chère Christiane, Madame la Ministre. Merci Madame la Directrice Générale, merci chère Sophie. Je casse tout, en plus j'ai donné l'autorisation de mettre le micro et je m'éloigne. Bon. Non, moi j'ai envie d'être debout aussi. La personne qui a déposé un micro, oui. Oui. C'est pas la fin du monde si je ne suis pas debout le micro. D'accord. Moi, je remercie pour cette invitation. La personne qui a allumé un phare dans le haut et en a besoin, je suppose. Nous allons passer quelques minutes ensemble, donc je vais m'accommoder de tous les inconvénients. Donc c'est un point presse, c'est un échange avec la presse, mais j'ai cru comprendre que au-delà de la presse, il y a quelques curieuses et quelques curieux qui sont dans la salle, donc bienvenue à toutes et à tous. Merci à Sophie surtout d'avoir réussi à me convaincre entre le Burkina Faso et Singapour de venir ici passer quelques jours autour de ce sujet majeur qu'est la francophonie, parce que je crois qu'il faut vraiment la repenser, cette francophonie, ou peut-être même tout bêtement la penser enfin, cette francophonie, avec toutes les audaces qu'on peut s'autoriser, c'est-à-dire se débarrasser de toute une série de charges, de toute une série de pesanteurs sur la conception que l'on peut avoir de l'univers pensé autour de la francophonie. Ça me paraît extrêmement urgent parce que j'ai une préoccupation sur l'état du monde, une préoccupation qui m'obsède sur l'état du monde et je pense que nous devons repenser notamment les capacités multilatérales à travers un certain nombre d'aires de compréhension, de partage, de culture, de principes, de valeurs, d'idéaux. Et la francophonie est sans doute une de ces aires les plus structurées pour l'instant, même si elle ne se pense pas consciemment comme telle. Puis le deuxième grand aspect de mon séjour ici, évidemment, c'est au-delà d'autres rencontres avec des personnes extraordinaires. Chaque fois que je viens en Tunisie, je rencontre des personnes extraordinaires, donc cela nourrit mon optimisme sur ce pays, même si chaque fois que je viens, on me raconte comment on est au bord du gouffre encore. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'éléments pour penser que les Tunisiennes et les Tunisiens vont apporter des réponses à leurs préoccupations, à leurs urgences. Donc le deuxième grand sujet, comme l'a indiqué Sophie Renaud, c'est la question évidemment de l'égalité entre les femmes et les hommes, la question de la place des femmes, non seulement de la place qu'elles occupent par leur intelligence, par leur dynamisme, par leur énergie, par leur volontarisme, par leurs exigences, mais la place qu'elles doivent occuper avec la protection normale que peuvent apporter les lois et les institutions et plus généralement l'organisation de la société. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré ce matin l'association tunisienne des femmes démocrates et que j'ai rendu une nouvelle visite à l'association Baïti que j'avais vue, visitée et avec laquelle, enfin, la présidente et toutes les femmes qui interviennent dans cette association, j'avais passé beaucoup de temps il y a 4 ans, donc je ne les ai pas revues depuis et j'ai été heureuse de voir à quel point elles ont encore amélioré
dans des conditions matérielles, financières, budgétaires assez précaires. Elles ont amélioré de façon considérable leur capacité d'accueil, d'accompagnement et de réinsertion de femmes qui sont en détresse, de femmes et de familles en détresse, de femmes avec enfants, de femmes seules et de femmes avec enfants en détresse. Ce sont les deux grands aspects. Pour le reste, évidemment, puisque je suis dans le pays, je sais que le pays est en train de traverser en ce moment un moment extrêmement difficile qui est lié au décès de 11 bébés et à des inquiétudes concernant de possibles drames nouveaux. Donc évidemment, je suis extrêmement sensible à ça, extrêmement touchée par ce que ça représente pour une société d'être face à une situation dramatique en elle-même, d'une part, et d'autre part, qui évidemment conduit à s'interroger sur l'état des services publics en général, du service public de la santé en particulier, et peut-être à s'interroger sur soi-même, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles nous avons été négligents, est-ce qu'il y a des choses qu'on a mal faites, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit en urgence faire en sorte que de tels drames ne soient absolument pas concevables, ne soient absolument pas possibles. Donc voilà, je sais que c'est un moment lourd, parce que les interrogations sont légitimes déjà. Ensuite, elles sont sans doute multiples. Puis il y a quelques autres sujets sur la table, puisque je parlais notamment de ma préoccupation sur l'égalité des femmes et des hommes. Préoccupation que je transporte depuis très très longtemps, et qui n'est pas seulement une question de combat de femmes pour l'égalité des femmes. C'est vraiment un combat humaniste, c'est vraiment une question de comment nous nous percevons, nous en tant qu'espèce humaine, à quel degré de maturité mentale, éthique, sociale nous sommes parvenus, et comment à ce degré de maturité nous pouvons continuer à nous accommoder d'inégalités qui sont sur le plan rationnel absolument inexplicables et sur le plan collectif très, très fortement pénalisantes. Voilà donc la substance de mon court séjour, court mais dense séjour ici. Je serai encore ici cet après-midi, puisque c'est ici que se tiendra la rencontre dans une autre salle peut-être. Voilà. Mais je n'étais pas en train de vous donner rendez-vous, j'étais juste en train de vous dire que si vous avez lu le programme, vous avez repéré ça. Donc cet après-midi, je ferai le plaisir d'échanger avec l'ambassadeur, homme de culture, passionné de culture. Trop même. Doué en diplomatie et passionné de culture, Olivier Poivre d'Arvor, et de répondre aux questions du public. Donc la règle de l'exercice en principe, c'est que dans un point presse, on répond aux questions de la presse. Donc ce que je propose, c'est que la presse soit prioritaire si elle a des questions, et qu'éventuellement, s'il reste du temps, donc si la presse n'a pas abusé de son privilège provisoire, mais néanmoins consubstantiel à sa profession, je prendrai quelques autres questions, mais sinon voilà, c'est éventuellement ce soir, nous pourrons prendre des questions, y compris hors du champ littéraire. Oui, madame. Sophie, vous ne voulez pas venir pour modérer, comme on dit? Pour modérer, alors je vais prendre, et puis il y a ce micro qui est là. Je pense que c'est un abus d'usage du mot. Mais... Un micro. Le micro, il est là. Alors attends, il y a madame d'abord. Du coup, pardon. Excusez-moi, on va commencer par... Passer le micro. Inès, tu fais cher. Merci. Je ne sais pas si j'ai ce talent, mais... Bonjour. Oui, on vous entend. Bonjour, on vous entend. D'accord. Donc vous avez parlé du combat de l'égalité homme-femme. Vous avez rencontré les femmes démocrates, mais concrètement, quel soutien vous pouvez leur apporter et comment procéder justement pour soutenir ce combat en Tunisie? En les rencontrant, c'est-à-dire que moi, en faisant physiquement le déplacement jusqu'à leur siège, en les rencontrant par ma présence, que je ne dissimule pas, puisque des photos sont prises, que des échanges ont lieu, qui sont captés, donc j'assume parfaitement. Par cela, déjà, j'exprime un soutien. J'exprime un soutien. Quel peut en être le poids? Nous verrons bien. Mais je l'exprime, et je l'exprime sans réticence. Ensuite, je vais m'exprimer publiquement pour dire que la question de l'égalité devant l'héritage, alors déjà,
un point de principe. Je voyage à travers le monde depuis longtemps. J'ai une parenthèse un peu longue lorsque j'étais au gouvernement français. C'est la période où j'ai le moins voyagé à travers le monde. Parce que j'ai été obligée de voyager beaucoup entre les deux chambres du Parlement. Donc ce sont des contraintes qui m'ont assez fortement maintenue à Paris. Mais je voyageais beaucoup avant et j'ai recommencé à voyager assez intensément depuis. Je viens avec respect. Je viens toujours avec respect. C'est-à-dire que quel que soit le pays où j'arrive, j'arrive en sachant qu'il y a dans ce pays, il y a des intelligences, il y a des énergies, il y a eu des combats, qu'il y aura encore des combats, et qu'il y a des personnes qui luttent, qui s'exposent, qui prennent des risques, qui subissent parfois les conséquences de leur prise de position. Donc je viens avec respect et je fais la même chose ici en Tunisie. Et sur cette question en particulier, j'interroge aussi, même si j'ai ma position de principe, je ne discute, au sens de remise en question, je ne discute avec personne de l'égalité entre les femmes et les hommes. En termes de remise en question, je ne discute pas de ça. Pour moi, c'est un préalable. Voilà. L'idée qu'on dise que c'est compliqué, que dans tel domaine, il y a des points de réticence, etc. Mais le principe est un préalable. Nous sommes d'accord qu'il faut l'égalité entre les femmes et les hommes. Sinon, on m'explique pourquoi non. On m'explique pourquoi non. D'accord ? Est-ce le hasard de la naissance? Est-ce le fait d'avoir des chromosomes différents? Est-ce que... On m'explique pourquoi non. Bon. Si ça n'est pas un fait de nature qui décide que par hasard on est garçon et du coup on hérite d'un pouvoir inné et d'un privilège patriarcal sur une autre personne qui peut avoir plus d'intelligence, plus de talent, plus de génie, plus de volonté, plus de capacité, qui peut en avoir moins aussi, mais qui peut en avoir plus. Bon, à part ça, je ne vois pas d'autre explication. Donc, elle ne peut pas être validée, cette explication. Donc, je demande d'où vient cette inégalité, comment on l'explique, comment on l'argumente, parce qu'il faut que les arguments pour plaider l'égalité soient audibles. Autrement dit, à quoi on répond? À quoi on répond lorsqu'on dit, on pose le principe, bien entendu, mais le principe a besoin d'être conforté par une argumentation. Donc voilà, je dis très clairement que je ne vois pas d'argument qui justifierait qu'on maintienne une inégalité dans la transmission de l'héritage entre les filles et les garçons, juste parce que les filles sont filles. Juste parce que les filles sont filles. Qui a fait qu'elles sont filles? Ben, elles sont filles. Et pourquoi les garçons en plus? Qui a fait qu'ils sont garçons? Pardon, hein? Mais ils ont zéro mérite. D'être garçon, ils ont zéro mérite. Voilà. Ils débarquent comme ça. Et juste le fait de débarquer avec ceux que Toni Morrison, prodigieuse écrivaine africaine-américaine, appelle juste un morceau de boyau qui pend entre les jambes, juste de naître comme ça, ça donne un avantage à vie. Ben voilà, mon cerveau, il ne comprend pas ça. Personne ne comprend. Voilà, je reviens un peu à... Vous vous présentez peut-être Néjib Réalité, magazine Réalité. Donc je reviens un peu au sujet de la francophonie. Ma question, à quoi sert justement d'organiser des sommets de la francophonie? Est-ce que le fait d'organiser des messes, d'enregistrer la présence de chefs d'État et pour la circonstance des représentants de la société civile est véritablement le projet qu'a inspiré cette ambition commune? Parce que notre constat est un peu amer, puisque on est en train de voir que ce projet et cette ambition est en train de se transformer en chimère. Parce que les porte-drapeaux de ce projet sont en train de se barricader, de se fermer sur eux-mêmes et de ne laisser aucune place à un projet équilibré et à un partage de valeurs réelles. Donc, vous avez parlé de repenser la francophonie. J'espère qu'on parviendra
à recréer ce projet sur des bases plus équilibrées. Mais je reste quand même pessimiste. Une deuxième question. Vous êtes connu pour votre combat dans la gauche, mais vous êtes quand même un peu sévère au sujet de la gauche en général. Vous avez dit que la gauche n'a pas d'avenir. Je ne sais pas. Mais nous aussi, en Tunisie, on a quand même, dans ce petit pays, on a presque 216 partis politiques. Donc c'est une inflation de partis politiques. Cette inflation n'est pas toujours synonyme de qualité ou de travail, de consistance plutôt. La gauche tunisienne également est restée un peu prisonnière d'une certaine vision. On est toujours, cette gauche est toujours nostalgique de l'URSS, de la Chine et même de l'Albanie, je dirais. Mais elle oublie son rôle justement d'encadrement et elle n'a plus de projet pour la société actuelle. Voilà, merci. C'est un commentaire plus qu'une question. Non, en tout cas, moi je peux répondre aux trois parties. Je vais essayer d'être plus synthétique parce que j'ai tendance à dilater mes réponses. S'il y a une gauche qui reste nostalgique de l'Union soviétique et de, bon, vous ouvrez un musée, et d'Inverodja et de... moi, ça me rappelle quand même ma très très lointaine jeunesse, hein, et ça me rappelle, hein, et je vibrais très volontiers, voilà, on se votait trotskiste, léniniste, maoïste, bon voilà, en fait, on avait un idéal, qui a été, pas décapité, mais en tout cas très très largement amputé par les expériences réelles qu'inspiraient ces idéologies, mais c'est une jeunesse qui avait un idéal et qui croyait à la fraternité, qui croyait à l'égalité, qui croyait aux libertés, qui croyait à la possibilité de rendre le monde plus amical. Donc voilà, les nostalgiques, il faut qu'ils fassent leur mieux, c'est tout. Maintenant, sur la gauche, je n'ai pas dit, hein, c'est un malentendu, je ne sais pas où, hein, mais je n'ai jamais dit que la gauche n'a pas d'avenir, parce que je pense exactement le contraire. Je pense, et j'ai dit à plusieurs reprises, que vu l'état actuel du monde, vu la concentration de richesses sans précédent, vu le gouffre des inégalités, vu la propagation des injustices, le monde a besoin des idéaux de gauche. Et à partir du moment où je pense ainsi, et je le pense profondément, c'est-à-dire renouveler l'ambition de l'égalité, mais de l'égalité pour le monde, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les personnes, l'égalité dans les rapports entre les sociétés, etc., sans idéaliser, hein, parce que je suis extrêmement lucide. Je suis extrêmement lucide, d'abord parce que je lis beaucoup, donc je me nourris de la pensée des autres, de la connaissance des autres, des connaissances des autres, et je circule beaucoup, et je circule en étant très attentive aux autres, aux lieux, à ce que je vois, à ce que j'entends. Donc je connais toutes les complexités du monde, quoi. Au moins je suppose, j'en connais quelques-unes, et je suppose toutes les complexités que j'ignore. Mais il demeure que je crois profondément à l'égalité, je pense que c'est une très grande ambition. Je sais que la mondialisation est à la fois une fournaise qui génère des violences insupportables et difficilement maîtrisables, qui provoque ce que je viens d'indiquer, des inégalités, des injustices, des régressions extraordinaires, propagation de la faim, la misère qui se développe, qui s'étend, des personnes qui meurent de maladies qu'on sait guérir depuis plus d'un siècle. Bon voilà, ça c'est quand même la réalité de la mondialisation. Mais une autre réalité de la mondialisation, ce sont les opportunités extraordinaires. Les opportunités extraordinaires qui sont possibles. Donc il nous faut faire en sorte que dans le monde actuel, nous arrivions à insuffler suffisamment de connaissances mutuelles, de respect, de volonté de connaître l'autre, d'accepter l'idée même de l'existence de l'autre, et puis au-delà de l'idée, d'être soucieux de l'autre, de sa situation, de ce qu'elle ou il est, représente, subit, souffre, peut offrir.
Et donc travailler sur la mondialité, travailler sur la relation, travailler sur les connaissances communes. Et ça me ramène au début de votre intervention, monsieur, c'est-à-dire votre première question sur la francophonie. Sur la francophonie. Moi, je crois, alors je ne vais pas vous dire, je déclarais samedi qu'il y a 3 courants et le premier, c'est celui de la béatitude. Bon. Donc, voilà, je ne crois pas qu'il faille s'asseoir et puis comme un mantra répéter francophonie, francophonie, francophonie. Est-ce que ça a un sens d'organiser ces sommets-là? Même si ça n'avait pas de sens, on pourrait donner du sens. Donc, évacuons la question de savoir si ça a du sens ou pas. Je pourrais vous dire, interroger l'OIF, interroger les autorités qui candidatent pour organiser le sommet sur leur terre, dans leur pays, sur leur territoire. Mais je ne vous dirais même pas ça. Je dirais, si jamais ça n'a aucun sens, nous avons quelques mois pour travailler pour lui donner du sens. Je crois que, bon, lorsque je pense, enfin, un des principaux ressorts de mes combats, c'est qu'est-ce que je dois aux jeunes générations. Qu'est-ce que je dois aux jeunes générations? Quel que soit le sujet, qu'est-ce que je dois aux jeunes générations? Sur l'égalité entre les femmes et les hommes, je dois aux jeunes générations d'évacuer toute ambiguïté. Il n'y a pas l'équité, les étapes, non, on évacue toute ambiguïté, on ne négocie pas l'égalité entre les femmes et les hommes. Je le dois aux jeunes générations. Sur la francophonie, qu'est-ce que je dois aux jeunes générations? Je peux, pour mon plaisir intellectuel et politique aussi, constater que la francophonie, c'est ambivalent, ça peut être sournois, que bon, je peux constater tout ça. Bon, c'est mon plaisir intellectuel. De ce que je dois aux jeunes générations, la francophonie doit devenir un instrument qui facilite le dialogue, la connaissance mutuelle, le partage de patrimoine culturel, artistique, linguistique, mais le partage aussi de rêves. Faites-en quelque chose d'inoubliable, faites-en, voilà, donnez-vous un défi, ne limitez pas le défi, décidez qu'en Tunisie, parce que je crois qu'il y a une espèce d'orgueil tunisien que je rencontre dans des tas de milieux différents ici, cet orgueil tunisien, faites-en un carburant pour décider que le sommet de la francophonie à Tunis entrera dans les annales comme le plus grand sommet organisé sur la francophonie, parce que c'est de Tunis qu'on aura décidé que une politique internationale autour des écrivains, autour des artistes, va exiger la mobilisation des pays membres de l'OIF, et que cette mobilisation va passer par des budgets, par des échanges, par une propagation d'universités, par des choses comme ça. Décidez que dans 50 ans, on parle du tournant de la francophonie à Tunis en 2020. Vous pouvez le décider. Vous allez trouver plein de gens, jeunes, pas jeunes, vieilles radoteuses comme moi, qui vont venir y apporter leur énergie et leur savoir-faire. D'autant que c'est le sommet du cinquantenaire. On va préparer le centenaire. Bonjour Madame Toubira, Mehdi Houas de la radio Shams FM. Déjà merci pour votre présence en Tunisie. Je vous admire beaucoup pour la femme que vous êtes, vos combats, votre justice que vous menez et tous les combats que vous menez. C'est très important et on vous admire beaucoup en tout cas. Vous avez un grand public en Tunisie. Merci. Maintenant j'ai deux questions et un point d'éclaircissement par rapport aux bébés avec Hanan qui sont morts hier. Ce ne sont pas 11 qui sont morts, mais 28. Donc il y en a 14 à Wasila Bourguiba et 12 à l'hôpital Rapta. Donc je reviendrai sur ce point juste après. Ma première question, ce sera sur le racisme. Ce pays souffre de racisme. Avez-vous ouvert ce volet-là avec peut-être les membres du gouvernement que vous avez rencontrés ou les différents partis que vous avez pu rencontrer, puisqu'on souffre beaucoup de racisme ici. Deuxième question, c'est justement par rapport au bébé. Monsieur Olivier Poivre d'Arvor, hier, a descendu un statut Facebook en disant, en affirmant que la France était endeuillée par rapport à ça, et par rapport à la deuxième partie de son statut qui nous disait que la France serait prête à aider financièrement et en équipement les hôpitaux tunisiens. Merci beaucoup pour la charité, mais c'est encore le même problème qu'on ressent en tant que Tunisien, de la pitié de la part de la France,
en disant à chaque fois, on attend toujours qu'il arrive un événement horrible pour avoir de l'aide, alors que les hôpitaux, ça date depuis Bourguiba, etc., que c'est un gros problème. Donc voilà, ce sont les deux questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors, merci pour vos paroles bienveillantes, de chaleureuse hospitalité. Et c'est vrai que chaque fois que je viens ici, je suis, y compris lorsque je circule dans les rues, les gens sont extrêmement chaleureux et amicaux à mon égard, donc je suis particulièrement sensible, bien entendu. Sur le drame que vit la Tunisie en ce moment, qui est un drame en Tunisie, tunisien, mais qui est un drame humain, et qui touche, je crois, n'importe où sur la planète, toute personne qui apprend cela. Et qui a pour première pensée, je le pense volontiers parce que c'est ma première pensée, les mamans et les papas, on leur dit quoi? On leur dit quoi? Il va se passer quoi demain? Il va se passer quoi dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans? Donc c'est ça tout le plus lourd dans cette affaire. C'est vraiment cela. Concernant la France, je pense qu'il y a sans doute entre la Tunisie et la France, comme il y a entre la France et les anciennes, ou plutôt entre les anciennes colonies et la France, il y a un champ potentiel de malentendus considérable. Et même des expressions d'amitié peuvent être effectivement mal perçues. Je connais assez l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor pour imaginer qu'il n'y a aucune ambivalence dans son propos, qu'il n'y a aucune dimension hautaine, il n'y a aucun mépris, il n'y a aucun soupçon de ça. Mais bon, voilà, parfois les mots transportent plus que ce qu'on veut leur donner, et donc ces malentendus sont possibles. Pas plus de la part de l'ambassadeur que de la part de toute personne qui de France s'exprimerait. Il peut y avoir de la maladresse par méconnaissance. Moi, je sais que le système de santé de Tunisie est réputé. Je sais que les médecins tunisiens sont réputés pour être d'excellents médecins. Et je sais qu'ils sont parfois aspirés d'ailleurs de Tunisie par l'étranger parce qu'ils sont sollicités par l'étranger. Donc, moi, je n'ai pas d'a priori d'incapacité, d'insuffisance, d'incompétence. Je crois, en tout cas, je voudrais, comme je présume toute Tunisienne ou tout Tunisien, que la lumière soit faite sur ça, vraiment, qu'on comprenne comment un pareil drame est possible, et s'il y a des responsabilités, que ces responsabilités soient identifiées. Je le souhaite. Après, est-ce que la Tunisie, à ce moment particulier, a besoin d'une aide, de savoir, de se souvenir qu'elle a des amis, indépendamment de l'histoire? On ne va pas gommer l'histoire. On va pas gommer l'histoire. Et la francophonie transporte d'ailleurs l'empreinte de cette histoire. Pour ça qu'on est tous plus ou moins mal à l'aise avec la francophonie, parce qu'il y a des traces de cette histoire qui est une histoire de violence, qui est une histoire de domination, qui est une histoire d'oppression, qui est une histoire de contestation de l'humanité de l'autre, de non-reconnaissance de l'autre comme son égal, etc. C'est ça l'histoire de la colonisation, c'est ça l'histoire de ce monde impérial. Et la francophonie, qui est quand même la résultante de cette histoire, et donc la présence de la langue française sur plusieurs continents, elle ne va jamais se débarrasser de ces traces-là. Et c'est très bien qu'elle ne s'en débarrasse pas, parce que c'est sur la mémoire que l'on construit des relations franches, vraiment cordiales, vraiment amicales. Des amis peuvent se disputer. Des amis peuvent se disputer. Ça n'élimine pas la dispute. Donc moi, je vais vous dire, pour finir, j'espère que... Moi, je ne connais pas l'état du système de santé, pas dans le détail. Je ne connais pas l'état exact des hôpitaux, même si j'ai discuté avec des personnes tout à fait compétentes et tout à fait au fait des choses. Mais je ne reprendrai pas, il leur appartient par leur voix à elles de dire les choses. Moi, je ne reprendrai pas, même si ça m'éclaire, je ne reprendrai pas. Donc, je n'ai pas de diagnostic sur l'état du système public de santé tunisien. Je n'en ai pas. Mais qu'un drame pareil survienne, cela prouve qu'il y a des choses à comprendre, des choses à faire, à défaire, à refaire, il y a des choses à faire. Donc, un propos venant de la France, s'il est maladroit, malgré toute ma sévérité sur la classe politique, sur les paroles publiques, etc., j'ose vous présenter des excuses.
J'ose vous présenter des excuses. Si le propos est maladroit, s'il est mal formulé, s'il est mal compris, s'il est mal reçu, ce n'est absolument pas l'intention, parce que sinon on se tait, sinon on dit c'est bien fait pour eux, sinon on dit eh ben on aurait dû s'en douter parce que de toute façon ils ne prennent pas la santé au sérieux. Si on dit bon voilà, il faut qu'ils sachent qu'on est là, nous sommes toujours des amis, nous sommes là, voilà, si le propos est mal perçu, c'est qu'il a été maladroit, donc je vous demande d'excuser cette non-intention et éventuellement ce propos. Personne n'a envie de vous blesser en ce moment. Personne n'a envie de vous blesser en ce moment. Vraiment, vraiment. C'est vraiment trop dramatique. C'est des choses... moi, j'aurais été à l'autre bout du monde, je l'aurais appris, j'aurais pleuré de la même façon. J'aurais pleuré de la même façon. Donc on n'a vraiment pas envie de vous blesser. Merci. C'est sur la question du racisme, s'il vous plaît. Ah, sur le racisme, oui, vous avez raison. Alors ici, j'ai rencontré, effectivement, ça fait plusieurs fois que je viens, j'ai rencontré les autorités, hein, j'ai rencontré votre président, j'ai rencontré les ministres, j'ai rencontré aussi vos institutions. Hein. À l'époque, il y avait une structure constitutionnelle qui était provisoire, donc j'ai rencontré les deux sectes. J'ai rencontré plusieurs personnes. Donc il y avait un texte de loi qui était en souffrance et qui a été adopté depuis. Donc le racisme, c'est une question de loi d'abord, incontestablement. C'est-à-dire qu'il faut que la parole publique de la société dise très clairement il n'y a pas d'hésitation. Le racisme est un délit, qui peut être un délit grave, et qui peut être un crime, hein, lorsqu'il produit des actes. Donc la loi est nécessaire pour cela. Dire, on vous l'annonce, on vous signale, on le dit explicitement, c'est interdit, c'est grave et ce sera puni. Et puis il y a, au-delà de la loi, comment la société elle-même fait en sorte que le racisme recule, qu'il devienne exceptionnel et même qu'il disparaisse. L'idéal étant qu'il disparaisse immédiatement. C'est-à-dire comment on se pense dans la société, comment on se voit, comment on se vit. Comment on se vit. Chaque fois que je viens, je rencontre des personnes, notamment des personnes afrodescendantes, qui me donnent des exemples, des situations, qui disent à quel point... Ils souffrent. Voilà, absolument, elles souffrent, elles sont agressées, elles sont pénalisées dans la société. Donc, manifestement, je ne saurais pas dire quelle est la mesure de ce racisme dans la société, mais il existe ici comme il existe ailleurs. Il faut le combattre sans répit, il faut le combattre sans complaisance, il faut le combattre parce que c'est dramatique aussi. Il y a des personnes qui affrontent, qui tiennent bon, qui se battent, qui saisissent la justice, qui peuvent même parfois être déçues par des décisions judiciaires. Mais il y a des personnes qui s'effondrent. Il y a des personnes qui s'effondrent. Donc il faut combattre tout propos raciste et tout acte raciste. Et même si on n'en est pas victime. Même si on n'en est pas victime. L'égalité femmes-hommes, c'est l'exigence affirmative qu'on ne peut pas discriminer une personne juste par le fait de nature que c'est une femme. L'égalité dans la société, c'est l'exigence aussi affirmative que, quelles que soient nos apparences, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos appartenances quelconques, quelles que soient voilà, nos cultures, nos accents, nos croyances, nos non-croyances, nos affinités amoureuses, quelles que soient, nous sommes égaux en tant qu'êtres humains. Et que nous sommes dotés d'une dignité qui est inaliénable. Donc même si on n'est pas directement concerné, on ne doit pas banaliser le racisme. On doit le combattre avec la plus grande fermeté. D'abord parce que c'est vraiment une question d'idéal humaniste. Ensuite parce que c'est un danger pour nous tous. Un coup c'est parce que c'est une femme, un coup parce que c'est un noir, un autre coup c'est parce que c'est un homosexuel, une autre fois c'est parce que c'est une personne handicapée. Ouais. Ça peut ne pas finir. Ça peut ne pas finir. Donc c'est en étant extrêmement rigoureux, extrêmement exigeant, extrêmement impatient. On ne va pas attendre une génération pour qu'on comprenne que la couleur n'est pas un signe d'infériorité intellectuelle ou autre chose. On ne va pas attendre une génération, ça a assez duré. Ça a déjà trop duré. Donc voilà, qui que nous soyons,
du propos que vous avez tenu, j'entends voilà, un idéal humaniste qui fait que voilà, on n'accepte pas, même si on n'est pas concerné, même si on n'est pas exposé, on n'accepte pas, on n'accepte pas. Et puis on n'accepte pas en se disant en plus que si jamais j'accepte, ne serait-ce que par négligence, combien de personnes je contribue à exposer? Je deviens complice de quoi? Je deviens complice de personnes à qui on refuse un emploi, à qui on refuse un... Je deviens complice de ça. Parce qu'au moment où moi je pouvais me battre, quand moi j'avais la force de me battre, je ne l'ai pas fait parce que j'étais occupée à autre chose, que j'ai pensé que ça n'était pas important. Sauf que d'autres personnes, tellement d'autres personnes, n'ont pas la force de se battre. Parce que tout le monde n'a pas le même tempérament. Tellement d'autres personnes ne savent pas comment se battre. Tellement d'autres personnes ont des vies tellement plus compliquées qu'il n'y a pas de temps et d'espace pour se battre contre ça en particulier. Et le fait que moi, je n'ai pas fait reculer ce racisme-là, par passivité, je deviens complice de l'agression qui est faite à cette personne-là. Donc voilà, c'est sans répit qu'on se bat. Je crois qu'il y a une dernière question. Bonjour Madame Taubira. Je rebondis sur ce que disait mon confrère. C'est vrai que vous avez une belle communauté qui vous apprécie en Tunisie. Ma question est dans un tout autre registre, mais dans la continuité de ce que vous dites. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution et de la protection des droits de la communauté LGBTQ en Tunisie? Et est-ce qu'au sein du Forum de la francophonie, ce sujet est sur la table? Sinon, je me permets de rebondir encore une fois sur les propos de mon confrère. Quand la France dit « je veux bien aider la Tunisie à un niveau en particulier », pourquoi le prendre mal? Enfin, ça fait partie des relations bilatérales entre les États de s'aider entre eux. Enfin, si un pays a un incendie, un autre pays juste à côté va l'aider. Donc il faut peut-être mettre de côté parfois cet orgueil. Enfin, je ne sais pas, si on propose de l'aide, il ne faut pas toujours le prendre... pas avoir ce complexe peut-être, le mettre un peu de côté. Donc voilà. Sur la fin de votre propos, je pense que c'est pas plus mal que le propos soit formulé. Franchement. Bon, voilà. Je crois que j'ai dit ce que j'en pensais et ce qui me paraît convenir dans la circonstance. Mais je pense que c'est comme ça aussi qu'on clarifie les relations, qu'on apaise les choses entre soi. Donc, évidemment, c'est très rassurant que les Tunisiennes et les Tunisiens le prennent spontanément comme un geste amical de solidarité. Mais s'il y a le moindre doute dans la société, chez la moindre personne, c'est bien que ce soit formulé pour qu'on dise bon, voilà, non, c'est vraiment un geste amical, un geste de solidarité. Et s'il y a une maladresse, voilà, écartons la maladresse et retenons l'intention amicale et solidaire. Concernant la question des libertés sexuelles, tout simplement, l'homosexualité, c'est une sexualité, pas une délinquance, pas une maladie, c'est une sexualité. Bon. On ne poursuit pas les gens parce que homosexualité. Bientôt, on va poursuivre les gens parce qu'ils crient fort en faisant l'amour. Il y en a, hein? J'en connais pas, mais il y en a. Donc, alors je sais que c'est un sujet, parce que je sais que ça fait partie des débats sur les libertés, et que la Colib a travaillé dessus. Je crois qu'on va vous allez vous débarrasser de la pratique monstrueuse du test anal, mais absolument monstrueuse. Et je crois que vraiment il faut vous en débarrasser, et à la limite vous en débarrasser avec tapage. C'est-à-dire dire qu'en aucune façon vous découvrez ça, qu'en aucune façon vous n'auriez pensé, vous, faire une chose pareille, que vous n'auriez même pas pensé que quelqu'un penserait qu'il fallait faire une chose pareille, et que vraiment vous dégagez ça, parce que c'est une tâche sur vous. Donc j'espère que vraiment vous le direz assez clair et assez fort pour que cette question soit définitivement réglée. Ensuite, la question de la liberté sexuelle, c'est la question de la liberté sexuelle. Alors on parle de liberté d'adultes qui ont leurs orientations et leurs affinités amoureuses. Enfin bon, de quoi je me mêle?
quand je me mêle, enfin bon, qui dit avec qui tu montes au 7e ciel. Donc voilà. Donc j'espère qu'on me dit qu'avec l'héritage, tout ça, c'est un convoi de textes sur les libertés. Moi, je crois qu'il y a un très beau combat que vous menez depuis 7 ans dans ce pays et qui est absolument admirable. C'est celui pour une constitution, donc qui a été modifié en reprenant des éléments très très solides de votre première constitution. Vous avez une constitution qui reconnaît les libertés individuelles. Donc, comment ça se fait que vous puissiez avoir des lois ou des pratiques officielles, publiques, légales, qui ne soient pas conformes à ce respect constitutionnel des libertés individuelles? Donc, il y a 4 ans, j'avais eu un échange avec plusieurs instances, des autorités, etc. Et je leur avais parlé justement de ce que nous faisions en France à travers la question prioritaire de constitutionnalité. Parce que la France a une vieille constitution. Et la question prioritaire de constitution... Alors, le contrôle de conformité constitutionnelle des lois se fait soit juste avant l'adoption de la loi, puisqu'on peut saisir le Conseil constitutionnel avant l'adoption de la loi, en tout cas avant sa promulgation. Ce que j'ai fait, par exemple, quand j'étais garde des Sceaux, des dispositions que j'estimais non constitutionnelles, j'ai expliqué aux parlementaires, parfois les parlementaires sont têtus, donc ils ont voté quand même. Et je leur ai dit, moi par prudence, je vous suggère de saisir le Conseil constitutionnel, parce que ce serait idiot qu'après votre loi tombe par une question prioritaire de constitutionnalité. Donc c'est ce qu'on a fait, et le Conseil constitutionnel a confirmé que j'avais raison. Donc, Conseil constitutionnel. Oui, je sais bien. C'est pour ça que j'évoquais il y a 4 ans, parce qu'il y a 4 ans, il y avait une instance provisoire qui était censée devenir une cour constitutionnelle. Et j'ai appris que ça n'a pas été mis en place, ni que, bon voilà, personne ne m'a dit que ça va l'être le mois prochain. Mais voilà, mais c'est un combat livré, parce que c'est une question de cohérence. C'est une question de respect de vous-même vis-à-vis de votre loi fondamentale. On a une loi fondamentale et on a des textes qui contredisent cette loi fondamentale. On a quel genre de société, là? À quoi on joue? Donc je pense que voilà, c'est un très beau combat. Mais tout ça, vous demandiez si ça pouvait être à l'agenda de l'organisation du sommet de la francophonie. Si à un moment donné ce sujet est abordé au niveau du forum. Vous pouvez, je ne suis pas sûre qu'il puisse être abordé spontanément. Enfin, reste tabou, donc même au sein du forum, enfin pas au sein du forum, mais c'est un sujet bel et bien tabou encore aujourd'hui. En tout cas, si vous ne l'aviez pas, si vous ne le réglez pas avant le sommet de la francophonie, et que vous ne profitez pas de l'éclairage mondial sur votre capitale pendant le sommet de la francophonie pour poser le problème et faire en sorte que vos autorités au moins prennent un certain nombre d'engagements, l'idéal serait même que parmi les autres pays, ceux qui ont dans leur législation encore soit des textes pénalisants, soit des traces de textes pénalisants, prennent des engagements à ce moment-là. Si vous loupez ça, après, vous attendez votre prochain tour, c'est minimum dans 50 ans. Minimum. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment là une opportunité, et je sais que la société civile est très dynamique ici. Voilà, à travers la société civile, faites en sorte que le sujet ne soit pas esquivé l'année prochaine. Donc vous pouvez faire en sorte qu'il devienne un sujet incontournable. Et vous aurez des alliés. Vous aurez des alliés dans d'autres pays de la francophonie. Vous aurez des alliés parmi d'autres associations, des personnalités, des responsables politiques, des philosophes, des écrivains, des poètes, des journalistes. Vous aurez des alliés. Si vous réussissez à faire monter le sujet dans le débat public, alors on m'explique que comme il y a des élections prochainement, avant la fin de l'année, il y a des tas de sujets qui deviennent sulfureux. Moi, je pense que par le combat, on peut rendre sulfureuse aussi la lâcheté. On peut rendre sulfureuse le manque de courage, donc la lâcheté, là, franchement. La lâcheté dans le temps. On peut rendre sulfureuse l'infidélité à sa parole. Oui,
Donc, c'est pas que d'un côté que ça doit être sulfureux, c'est pas on bouge pas parce qu'on a peur que voilà, ça aura des effets. Oui, non, ça peut être sulfureux dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous bougez pas, ça va chauffer. Bon, je dis ça comme ça. Tout fait que passer. Peut-être je vais me permettre d'ajouter un tout petit point là-dessus, parce que le sommet de l'OIF, pour le coup, peut être une occasion en Tunisie de remettre le sujet des droits LGBTQI sur la table. Il y a une association canadienne qui porte ça et qui travaille justement à rencontrer l'ensemble des pays membres de la francophonie pour inclure le sujet dans les prochains débats des prochains sommets. Donc par cette porte-là, il n'est pas impossible effectivement que ça puisse être une des questions qui sera à l'ordre du jour. Bonjour. Alors, bonjour à tous, bonjour Madame Toguera, c'est un plaisir de vous connaître. Bienvenue en Tunisie, même si ça fait quelques temps. Donc en fait, c'est en fait deux petits commentaires. Donc, oui, c'est Mahmoud El-Roul, fondateur du média culturel Instant. Donc en fait, ces deux petits commentaires, c'est par rapport au pessimisme de mon confrère pour le sommet de la francophonie. En fait, moi je pense que, au contraire, moi qui ai étudié à la mission française, je pense que beaucoup d'amis et de personnes que je connais vont avoir l'opportunité de voir la langue française justement mise à jour en Tunisie, qui est une langue, on le sait très bien, parlée à un deuxième niveau après l'arabe. Ça va aussi créer beaucoup de dynamique, c'est-à-dire des échanges, des débats, des rencontres, des personnalités qui vont faire donc, la promotion de la Tunisie. Donc ça aura dans tous les cas un impact positif sur le tourisme, l'éducation et la société civile. Donc ça c'est juste par rapport à ça. Par rapport à la pitié ressentie à la publication de son Excellence par rapport aux enfants qui sont décédés par leur âme, en fait, on travaille en étroite collaboration. D'ailleurs, je mets à jour cette association. C'est l'association Associamet. Donc, elle regroupe tous les médecins, tout le corps médical. Ils ont déposé des diagnostics et plein de plaintes. Ils ont fait même des grèves. Et le ministère de la Santé est tout à fait au courant. Toutes les instances sont au courant. Elles n'ont pas bougé. Donc moi, pitié ou pas pitié, c'est de vie civile qu'il s'agit. Donc chaque personne qui pourra aider à garder une personne en vie ou à donner du matériel pour la garder en vie, moi je la respecte. Je ne prends pas ça comme de la pitié. Par la suite, en fait, je voulais savoir, ça c'est les deux commentaires. Donc voilà, là je passe à la question. En fait, je voulais savoir quels sont vos conseils à la jeune génération tunisienne qui vit actuellement une transition assez délicate au niveau psychologique, social, de visibilité, d'avenir. Et quel est aussi, vous pensez, l'impact peut-être culturel, simplement culturel, du sommet de la francophonie? Voilà. Moi, ce que je dirais à la jeune génération tunisienne, c'est qu'elle a toutes les raisons d'avoir confiance en elle-même. D'abord parce que les jeunes là, aujourd'hui sont la jeune génération entre 20 et 30 ans, et 20 vous vivez dans le monde avec les repères du monde. Donc, autant moi, ma génération, on s'ajuste, on s'adapte, on cherche à comprendre, on se fait expliquer les choses, etc. Vous avez tous les codes. Donc, ce monde, c'est votre biotope. Donc, les immenses opportunités, vous savez les saisir parce que vous savez les repérer. Il faut être peut-être un peu plus conscient des énormes inégalités aussi. Et des terribles injustices que ce monde porte en lui. Donc, confiance en vous dans la mesure où vous évoluez dans un monde que vous connaissez, vous êtes capable d'anticiper. Lorsque vous avez accès à l'école, à l'éducation à l'école et à une bonne santé, parce que c'est important, vous pouvez très vite être à l'aise partout. Mais à quoi ça sert? Au service de quoi? Dans quel but? Et c'est peut-être ça que votre génération doit définir. À quoi ça me sert d'être brillant, d'être à l'aise
dans le numérique, de pouvoir correspondre avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. À quoi ça me sert? Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que, sur le plan humain, sur le plan éthique, sur le plan aussi de l'art de vivre, à quoi ça me sert d'avoir tout ça? Donc, moi, si j'ai un message, c'est ça. Quel monde vous pensez? Comment vous pensez le monde? Oui, appelez-le comme ça. Moi, j'aime la poésie, voilà. Donc, j'aime les chiffres aussi. Hein, je vais m'enseigner les mathématiques et statistiques dans une lointaine vie. Mais voilà. Donc, c'est ça la question. C'est ça la question. Dans quel but vous maîtrisez tant de choses? Est-ce que vous pouvez vous accommoder d'inégalités criantes et dangereuses pour vous lorsque tout le monde ne va pas à l'école, y compris dans votre propre pays? Si tout le monde ne peut pas aller à l'école, qu'est-ce que ça fabrique là comme prochaine génération? Donc, comment on arrive à vivre, peut-être en étant individuellement satisfait de sa propre vie sur laquelle on a de l'emprise, en sachant que de toute façon, il y a des bombes à retardement qui couvrent là, parce que les inégalités, ça produit ça. Ça produit ça. Ça n'excuse pas ce que font les gens après, et ça produit des gens capables de faire ça. Donc voilà, si les conseils, j'en donne peu, hein, je ne suis pas très à l'aise pour donner des conseils. Ce que je fais, j'accompagne, je transmets, j'essaie de partager mon expérience, les connaissances que j'ai acquises, les enseignements que j'ai tirés de mes combats, de mes expériences. J'essaie de partager aussi peut-être une idée très simple, c'est qu'on a en nous une force insoupçonnable et qu'on peut tout affronter, qu'on peut résister à tout. J'essaie de transmettre ça aussi. Mais bon, voilà, les conseils, moi j'ai confiance en votre génération. Et parce que j'ai confiance en votre génération, je sais que vous allez inventer des manières de vivre, inventer des manières de faire, inventer des solutions qui vont faire reculer justement les... parce que juste vous êtes jeune, vous ferez mieux que nous. Voilà, parfois vous êtes très sévère dans vos jugements. Si vous êtes sévère dans vos jugements, ce qui est légitime, soyez sévère sur vous-même aussi. Soyez sévère sur vous-même. Donc, soyez au moins exigeant avec vous-même. Et puis, pensez le monde. Pensez à ce que vous voulez comme monde dans lequel vous allez vivre et dans lequel celles et ceux qui viendront après vous vont vivre. Pensez ça. Donnez-vous la peine de penser ça. Pas seulement vos vies, pas seulement vos relations, vos environnements. Pensez le monde. Pour savoir ce que vous avez envie d'en faire. Voilà, vous allez probablement le faire mieux que nous, parce qu'on vous laisse quand même quelques contentieux et quelques passifs assez lourds. Vous ne le ferez pas automatiquement mieux que nous, parce que parfois vous avez moins lu que nous, parfois... Oui, on est là. Mais notre aide, c'est pas vous dire que vous êtes des génies automatiques, hein. Voilà. Notre aide, c'est aussi de vous dire, ça, tu le fais 10 fois mieux que je ne l'aurais fait moi, mais franchement, tu pourrais le faire 100 fois mieux. C'est ça notre aide. Comme notre aide utile. J'ai confiance en vous, vous trouverez les chemins. Bon. Je crois que nous avons très très largement dépassé le temps, mais il y a encore deux questions. Mais il y a encore deux. C'est difficile de vous couper la parole, chère Madame la ministre. Je crois que nous avons encore deux questions. Alors, je ne sais pas si vous les prenez et on arrête. Donc, journaliste RTCI et ensuite IFM. Oui, bonjour. Donia Chaouch, Radio du Chaîne Internationale, programme en langue française. Je suis là. Voilà. Alors, j'aimerais revenir à la francophonie et puis à la présence de la langue française dans le monde. Le triste constat, eh bien, c'est que la langue française est en perte de vitesse, que ce soit en Tunisie ou dans le monde. Et la France n'a malheureusement plus les moyens de sa politique. Les budgets sont rognés à tous les niveaux. L'enseignement, on voit l'enseignement du français en Tunisie. De plus en plus, on fait appel à des locaux. Parfois, ils ne sont pas toujours au niveau. Les chancelleries, les dernières années, on a vu les sponsors faire leur entrée pour organiser, par exemple, le 14 juillet. Il y a peut-être des solutions. Alors justement, ma question, c'est comment faire renaître l'engouement pour la langue française, pour la culture française, chez les jeunes générations?
Je suis une amoureuse de la langue française, entre parenthèses. Voilà, c'est ma question. Ça s'entend que vous êtes une amoureuse de la langue française. Ça s'entend, mademoiselle. La deuxième question? Tout d'abord, bonjour à tous. Ah bon? Vous êtes tous là? D'accord. Donc je comprends qu'il y aura une troisième. Non? C'est la deuxième. Il y a monsieur. Non. C'est l'IFM devant la deuxième question. Mais puisqu'il... Si vous la faites très courte, monsieur, vous pouvez? Allez-y. Okay, et puis merci. on vous prendra après, monsieur. Okay. Merci Ça beaucoup. fera 2,5. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole. Excellente madame. Tout d'abord, je voudrais dire bonjour. Je me présente. Je réponds au nom de M. Katoukou Zola Merveille. Je suis un jeune étudiant ici en Tunisie, d'origine d'un pays aussi grand qui fait partie de l'espace de la francophonie, pardon. Il se dénomme la République démocratique du Congo. Donc je suis originaire de la République démocratique du Congo. Alors madame la ministre, aujourd'hui j'aimerais juste poser une petite question concernant cette opportunité du sommet qui sera organisé ici de la francophonie. Nous savons que nous, en tant que jeunes, nous faisons partie de la jeunesse subsaharienne de l'espace francophone. Mais aujourd'hui, ici en Tunisie, étant considéré que la Tunisie aussi fait partie d'un pays francophone, nous sommes confrontés à des problèmes, par exemple les stages, les opportunités des stages, puisqu'il y a plusieurs entreprises. Étant étudiants, nous devons aussi, pas seulement étudier la théorie, mais nous avons aussi besoin de la pratique, c'est-à-dire pratiquer des stages dans de grandes entreprises, que ce soit nationales et même multinationales. Alors, madame, c'est pour cela que je voudrais savoir, poser la question de savoir est-ce que ce sommet de la francophonie sera aussi bénéfique pour nous les étudiants, parce que vraiment, nous avons besoin que cet organisme, l'Organisation internationale de la francophonie, puisse aider cette jeunesse africaine francophone au travers surtout des opportunités de stage, surtout en France, à l'échelle internationale, telle que la France, le Canada, par-ci, par-là. Alors c'est la raison pour laquelle je suis présent ici. Merci. Merci monsieur. Merci monsieur. La troisième question. Bonjour, donc Badr Radio EFM. Donc ma question, vous avez exprimé votre soutien à la cause égalité homme-femme en Tunisie, et notamment le sujet de l'héritage, l'égalité dans l'héritage. Ça peut être un droit très naturel, l'égalité dans l'héritage, mais si on prend en considération le contexte tunisien, donc ma question pour vous, Madame Christiane, vous êtes aussi femme politique, donc ce genre de sujet ont-ils besoin plutôt d'un débat sociétal et que les politiques suivent le choix de cette société, ou bien d'une classe de décideurs politiques qui ont l'audace d'imposer ce genre de loi qui ne sont pas vraiment d'accord peut-être avec la société, ce qui a toujours été en Tunisie. Bourguiba, l'ex-président Bourguiba, c'était des lois, c'était l'initiative du président de la République pour que la femme en Tunisie a beaucoup de droits aujourd'hui. Et la Tunisie aussi estime qu'elle aura, soi-disant, le titre que la Tunisie soit la capitale de l'égalité homme-femme dans le monde arabe. Sinon, est-ce que vous envisagez faire des échanges ou bien organiser des échanges entre des parlementaires tunisiens et des parlementaires français sur cette question? Alors, je réponds dans l'ordre, mademoiselle, donc sur la politique de la France, les moyens, les budgets, etc. Moi, je pense que justement, il faut avoir une vision à la fois polymorphe et polyphonique de la francophonie. La francophonie, dont le moteur, le cœur, le cerveau serait en France, ne me paraît pas promettre les meilleures chances d'un rapport allégé à la langue et aux cultures que transporte la langue. Donc ça fait des années que la France n'est effectivement pas à la hauteur d'une politique de promotion de la langue française, des productions littéraires et artistiques françaises, des échanges de coopération scientifique entre la France et le reste du monde où on parle français. Donc ça fait des années que c'est comme ça, mais moi je pense aujourd'hui que c'est un mal pour un bien. Je pense aujourd'hui que c'est pas plus mal que la France ne soit pas le moteur
d'une réflexion sur la francophonie au XXIe siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer des lieux, des foyers dispersés qui, au sein de la francophonie, se coordonnent, se parlent, échangent, s'enrichissent mutuellement, réciproquement. Il faut créer ça. Et pourquoi pas que dans 10 ans, on constate qu'un pays francophone situé peut-être en Asie, peut-être en Afrique subsaharienne, peut-être au Maghreb, que ce pays-là devient le cœur battant de la francophonie, parce qu'il est plus volontariste que d'autres, parce qu'il a mis en place toute une série de dispositifs, de logistique, de cadres administratifs, institutionnels, etc., qui permettent aux Français de rayonner. Bon, pourquoi pas? Donc, voilà, moi, franchement, j'ai plus envie de faire le tour des pays francophones dans le monde et de voir, de mieux comprendre le rapport à la langue et au reste, de mieux comprendre les réticences éventuelles, de mieux comprendre les projets qui couvrent là-haut, qui sont dans des dossiers, de mieux comprendre ça et de voir comment, parce que comme je voyage beaucoup, je navigue, en fait, finalement, je suis une passeuse. Je suis une passeuse, parce que quand je vais ailleurs, je pars à Singapour la semaine prochaine, je vais leur parler de ce que, voilà, de ce que j'ai entendu ici, de ce que j'ai vu ici, de ce que vous préparez, etc. Je vais le faire, je passe mon temps à faire ça. Donc, d'une certaine façon, faciliter la propagation des choses, des idées, des préoccupations, des intentions. Donc, voilà, j'ai plus envie de mettre de l'énergie. Ma fatigue aurait plus de sens si je faisais ça que de vouloir persuader le gouvernement français de multiplier par 10 le budget pour la francophonie. Parce que la réalité essentielle de la francophonie, c'est que la langue française n'appartient pas seulement aux Français. C'est comme ça la réalité de la francophonie. C'est que la langue française... Bon. Alors pourquoi le rayonnement de la langue, de tous ceux que la langue transporte, pourquoi l'imaginaire français transporté par le français serait par exemple l'imaginaire de référence? Non, c'est un des imaginaires qui lui-même d'ailleurs se mutile de toute une série de richesses potentielles parce que des langues régionales françaises qui ne sont pas reconnues officiellement, en tout cas qui ne sont pas constitutionnalisées, ces langues-là transportent aussi des imaginaires français. Transportent aussi des imaginaires français. Et le fait de ne pas les laisser s'épanouir, en France et en français, on se prive déjà d'une part de l'imaginaire français. Mais l'imaginaire francophone québécois n'est pas l'imaginaire francophone congolais, qui n'est pas l'imaginaire francophone tunisien. Donc la question, c'est comment on fait s'épanouir, on laisse s'épanouir ces imaginaires-là. Donc mettons nos forces, nos pressions aussi, davantage sur les pays où il y a des gens, des autorités, des intellectuels qui sont prêts à faire vivre la francophonie. Je vois que vous voulez réagir. Quand vous êtes une fille, je fais du parti pris, donc je vous laisse. C'est une approche, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais peut-être faudrait-il avoir l'approche marketing et se poser la question, quand on établit une stratégie, on étudie un peu ce que fait la concurrence, et se demander pourquoi est-ce que la langue anglaise attire autant les jeunes, par exemple. Donc voir un petit peu le pourquoi, pour faire en sorte que la langue française ne vienne pas plus tard en 4e position dans le monde. Ça ferait mal au cœur, quoi, on serait malheureux. Oui, non, mais enfin, moi, l'approche marketing, c'est pas mon truc. Non, mais pour dire... Non, mais je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas mon truc, justement, parce qu'il y a des gens qui le font. Moi, je préfère d'autres approches. Bon, donc celle-là, elle est prise en charge par des personnes. Votre réflexion prouve que vous faites partie des personnes qui prennent en charge la force marketing. Ceci étant, l'approche marketing, ceci étant, moi je pense pas que le français et la francophonie vont s'épanouir au détriment de l'anglais. Même si l'anglais, ou plutôt le globish, c'est-à-dire une espèce de saragouin qu'on comprend plus ou moins, et qui démolit quand même assez largement la langue française. Enfin, quand vous lisez la littérature française, anglaise, quand vous lisez les grands auteurs anglais, que ce soit le théâtre, que ce soit la poésie, que ce soit même les grandes épopées, Paradise Lost par exemple, bon voilà, quand vous lisez ça, c'est pas la même chose que vous entendez lorsque les gens parlent anglais dans le monde. Hein. Donc, moi, pitié pour l'anglais, hein, franchement, pitié pour l'anglais. Mais c'est vrai que c'est envahissant. C'est envahissant. C'est envahissant avec la complicité parfois d'autorités qui sont laxistes sur
sur leur politique linguistique. C'est envahissant parce que c'est même pas les Anglais, même qui sont très offensifs. Hein. Ce sont les milieux d'affaires, ce sont les anglophones, ce sont des gens qui sont très offensifs. Hein. Nous, on parle de la francophonie, mais le Commonwealth, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc moi, je crois que je ne crois pas à la guerre des langues. En tout cas, je ne crois pas à la nécessité de la guerre des langues. Je pense qu'il faut apprendre à bien parler l'anglais, parce que l'anglais bien parlé, ça peut être agréable à entendre aussi. Bien écrit, c'est agréable à lire aussi. Donc voilà, c'est pas la guerre entre le français et l'anglais, qui est de la guerre en français et en anglais, pour des parts de marché, pour des influences territoriales, pour des tas de choses comme ça. Ben voilà, ainsi va le monde, hein, que votre génération doit quand même amender, je vous en supplie. Mais la francophonie, je ne souhaite pas en tout cas qu'elle se pense en se disant avec quelle stratégie très high-tech et tout ça, donc très angliciste, très anglo, voilà, se pense comment je vais faire la guerre sur le territoire, ce qu'elle a déjà perdu. Si elle veut faire la guerre avec les armes de cette langue qui envahit tout, elle l'a déjà perdu. Donc voilà, je pense qu'au contraire, il faut creuser les singularités de la francophonie. Il faut creuser les méthodes, il faut creuser le style particulier de la francophonie, les styles particuliers de la francophonie, pour gagner cette bataille. Mais gagner cette bataille, c'est apporter une contribution de plus en plus dense, de plus en plus large, de plus en plus profonde aux pensées du monde, aux modes de relation dans le monde, aux volontés dans le monde. C'est ça, c'est pas faire la guerre à l'anglais. Ça va être un épuisement pour constater dans 5-10 ans que la guerre est perdue. Laisser l'anglais vivre sa vie, sa vie est compliquée d'ailleurs en ce moment, je parle de l'anglais vraiment en Angleterre. Hein, sa vie est compliquée en ce moment. Laisser le globish, j'ai vraiment pas envie que le français devienne aussi moche que le globish. Hein, s'il faut que la terre entière parle français pour parler aussi mal que les gens parlent anglais partout, non, en plus ça me paraît dangereux. Dans 50 ans, on va oublier comment la langue est belle. On aura oublié comment elle peut avoir de jolies sonorités, un joli rythme, des ambiguïtés aussi. Parfois, il y a des phrases qui peuvent vouloir dire exactement le contraire de ce qu'on en comprend. Et c'est vraiment dans l'organisation des mots que ce contraire est possible, que cette interprétation contraire est possible. Donc, il faut laisser les subtilités aux langues. Il faut laisser aux langues leurs opacités. Il faut leur laisser leurs ambiguïtés. Il faut leur laisser transporter des zones de doute comme ça et des zones de vertigineuses de compréhension. Il faut leur laisser ça. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas pour la guerre des langues, vous avez compris. Et je pense qu'on peut parler bien anglais et parler bien français. Je pense. Vraiment. Donc, ce fut long avec vous. Le monsieur derrière, de ce que j'ai entendu, parce qu'aux travaux que nous avons eus samedi, oui, je sais que le programme a explosé. Des travaux que nous avons eus samedi, il y a, je crois que c'est le représentant du président tunisien, qui disait que très vraisemblablement, la thématique centrale du prochain sommet serait le numérique. En tout cas, que le numérique serait un sujet important pour le prochain sommet. Et il y a eu d'une certaine façon un renchérissement du propos avec un homme d'affaires qui était là et qui plaidait beaucoup pour que l'économie soit un sujet à part entière dans toute rencontre autour de la francophonie. Et il évoquait ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que les étudiants ne trouvent pas de stage, et même lorsqu'ils ont fini leurs études, qui sont diplômés, qualifiés, ils ne trouvent pas d'emploi, et qu'il faut que, parce que la francophonie permet facilement de se comprendre, que les pays francophones développent leurs liens entre eux, et ces liens, ça passe aussi par des facilités de circulation, facilité de visa, facilité d'accès au travail, reconnaissance de l'autre comme partenaire, du seul fait justement qu'on appartient à la sphère de la francophonie. Donc je pense que le sujet sera traité, mais il sera bien traité à la hauteur qui importe, notamment pour vous, les étudiants et
si vous faites remonter la façon dont ça va être traité. Parce que ça peut être traité et ne pas donner des choses satisfaisantes, mais il faut faire remonter comment on pense l'accès au stage, quel est l'avantage pour des sociétés, des entreprises nationales, transnationales, d'accueillir des étudiants. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une charte de la francophonie, une charte de la solidarité francophone qui permette que des étudiants venant d'Afrique subsaharienne puissent entrer dans des entreprises ou dans des filiales d'entreprises qui se trouvent sur leur propre territoire. Donc voilà, il faut arriver à faire remonter. Moi, je pense comme sujet actif. Je pense comme sujet actif. Moi, j'ai une vision très volontariste de la vie individuelle, de la vie sociale. Donc, lorsqu'on m'interroge, je ne dis pas « Ah ben, je vais appeler le président pour lui demander, ou appeler la secrétaire générale de l'OIF pour lui demander si elle ne veut pas réfléchir à la question des stages. » Je peux lui en parler, mais ça ne me paraît pas la clé. La clé, c'est comment les citoyennes et les citoyens font remonter non seulement les sujets, mais la façon de traiter les sujets. J'en viens, monsieur, mais je crois que, monsieur, vous êtes toujours là. Non, vous derrière, je crois pas qu'on a fermé les questions. Vous ne deviez pas être entré dans la salle quand on a dit qu'on a fermé les questions. Parce que je suis censée être partie depuis une demi-heure pour vous dire. Alors, vous, c'était sur la question de l'égalité dans oui. l'héritage. Et est-ce que c'est pas lié à la société? Mais évidemment, on peut trouver à la fois des traces législatives ou simplement en termes d'état d'esprit mental, parfois aussi simplement de coutumière, hein, de tradition, d'usage. On peut trouver, dans toutes les sociétés, on peut trouver des traces non seulement des traces, mais aussi des références. Des références écrites sous forme de loi, sous forme de lex, de règles, y compris de règles coutumières. Il n'y a rien de péjoratif, hein, quand je dis coutumier, ça veut dire des traditions qui se sont installées, qui ont duré, qui sont connues et transmises. Hein, c'est ça que ça veut dire, dans la bouche coutumier. Ou même de religion, de livres sacrés auxquels on se réfère pour dire, ben voilà, la religion considère qu'on soit. Donc on peut trouver ça dans toutes les sociétés, à tous les moments de l'histoire. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on cherche à préserver une coutume, même si elle ne nous paraît pas juste? La question, c'est est-ce que l'on considère qu'une disposition dans un livre doit être appliquée littéralement, même si, elle ne nous paraît pas juste, deux, que des personnes disent que ben, la traduction du livre n'est pas très exacte, n'est pas très correcte, que dans d'autres pages du livre, il y a des choses qui contredisent ça, etc. Est-ce qu'on veut malgré tout ça maintenir? Donc la question est de savoir, et même si c'est une loi laïque, éventuellement, institutionnelle, la question est de savoir est-ce que cette loi n'est pas obsolète, est-ce qu'elle est juste? Bon. Donc c'est vraiment la question de qu'est-ce qui est juste aujourd'hui? Qu'est-ce qui est juste aujourd'hui? Est-ce qu'il est juste aujourd'hui de considérer qu'une fille, juste parce que fille, n'a pas droit à une part égale d'héritage? Bon. Si on m'explique que c'est juste, je peux m'asseoir et écouter. Mais la question pour moi, c'est est-ce que c'est juste? Bon. Si oui, c'est juste, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Soit des lois, soit du livre sacré, soit des coutumes qui nous dictaient de faire autrement. Donc on n'a pas besoin d'être agressif contre ça. On n'a pas besoin d'être agressif. On dit notre société aujourd'hui, telle que nous la concevons et telle que nous la construisons, nous pensons que les libertés individuelles sont importantes et que l'égalité est importante. Comment on réalise le respect des libertés individuelles et comment on réalise l'égalité? C'est ça les questions de mon point de vue. Et si la réponse juste, c'est l'égalité dans la transmission de l'héritage, il faut faire l'égalité dans la transmission de l'héritage. Bon, ça va provoquer des frictions, mais quelle réforme pour voir? Pas de friction. En France, il y a des... Enfin, je ne raconte pas. Un débat national. Comment? Il y a un débat national, par exemple, en France, mais bon, pour d'autres causes. Oui, mais pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Chaque société choisit ses modes de dialogue social. Selon les moments, le débat national qui a lieu aujourd'hui, peut-être qu'il n'était pas possible il y a 10 ans, peut-être qu'il ne sera pas concevable dans 5 ans, peut-être. À ce moment-là, il prend... Bon, c'est bien, mais il n'est pas tombé du ciel non plus, le débat national.
Il a été conçu contraint et forcé. Donc voilà, il y a la vitalité des sociétés aussi. Et je sais qu'ici, vous avez une société civile qui a une très grande énergie, qui a engrangé quelques grands succès, et qui peut effectivement rappeler que, bon voilà, être juste, c'est faire comme ça. Et si au stade politique, on va se demander est-ce que c'est au politique. Mais il n'y a pas de rupture entre la société et la politique. La politique, c'est la responsabilité de veiller à ce que la société soit possible. Donc d'organiser la sociabilité et la socialité. Comment on organise la sociabilité? Si vous avez des gens qui encaissent tous les jours des injustices, des exclusions, des trucs comme ça, vous ne pouvez pas assurer la sociabilité. Comment on organise la socialité? C'est-à-dire comment on fait en sorte que, tout en étant tellement différents, on arrive à trouver voilà, des espaces où vraiment on est absolument égaux, d'autres espaces où on fait des choses, voilà, moi c'est ça, les lois me donnent tout ça, moi ma religion elle me donne seulement ça, bon même si la loi me donne tout ça, je suis contente de ce que me donne la religion. Tout ça, ça fait partie de la vie de la société. Mais la politique, qu'est-ce que c'est dans tout ça? C'est de s'interroger sur les règles qui rendent possible notre vie commune en société. Donc il ne peut pas y avoir la société qui s'occupe de sujets sociétaux et qui décide de les régler. Elle règle comment? Elle les règle par la pratique, par l'usage. Oui, mais on peut remettre en cause l'usage tout le temps. Il y a aussi la montée des populistes maintenant. Il y a aussi le contexte. Il faut les faire redescendre. Il faut les faire redescendre. Il faut les faire redescendre. Il n'y a pas d'avenir dans les populismes. Enfin, le populisme avec des guillemets. Parce que ça, c'est une escroquerie, c'est un hold-up. Ce sont des gens qui sont crispés, qui sont petits dans leur esprit, donc qui n'imaginent pas le monde, qui sont mesquins, qui sont capots aussi, et qui sont persuadés qu'en disant nous le peuple, voilà, c'est nous le peuple là, nous, regardez-nous, c'est comme ça qu'on est, et c'est nous le peuple, et le reste c'est rien du tout. Ces gens-là ils parlent fort, et puis des quatre qu'ils sont le plus non, ils sont moi je suis le peuple. C'est aussi une année électorale. Ah ben oui, mais ça c'est pas la dignité de la politique, de renoncer aux grands principes, aux grands idéaux, au motif que je vais perdre quelques voix. Parce qu'ils vont perdre quelques voix. Quand les gens ont le courage de mener des combats politiques, ils perdent des voix, hein, mais ils en gagnent. Ils en gagnent. Donc, moi, je préfère perdre les voix des gens qui ont une vision du monde, de la société, de l'autre, que je ne partage pas. Moi, ça ne me dérange pas, on ne me donne pas la migraine, hein, de perdre leur voix. Parce que de toute façon, voilà, le fait de nourrir le débat, de dire clairement ce qu'on fait, d'être très, très, très logique, franc et loyal, il y a des gens qui disent « Ah ben, je n'avais pas pensé comme ça, à moi finalement je pensais... » Même des gens qui ne vont pas partager votre point de vue vont écouter et peut-être se dire « Bon, ma foi, ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais... » J'ai quand même l'impression que ça, c'est moins nuisible que ça, donc je donne un coup de main là. Donc même là, vous gagnez aussi. Donc le calcul électoral, ça n'est jamais un bon calcul. Dites ça aux fameux hommes politiques. Ça n'est jamais un bon calcul, le calcul électoral. Même quand on gagne dans l'immédiat, la défaite n'est pas loin. La défaite n'est pas loin. C'est une bonne conclusion, ça. Donc on en reste là. Merci à vous. Merci Christiane de votre immense générosité, du temps que vous avez accordé à ces échanges, de vos qualités, je termine, de vos qualités dans l'animant de cette langue que nous aimons. Et puis je crois que vous avez un point commun avec la Tunisie, c'est pour ça que la Tunisie vous aime beaucoup, c'est qu'ici c'est le pays où, je dis souvent, c'est le pays où tout est possible, et je crois qu'avec vous, tout est possible, et en tout cas on peut le croire. Voilà. Merci encore.